Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Les gars, aujourd'hui nous allons écouter ici une vidéo de Cheikh Oumar Keïta qui veut nous donner toutes les raisons pour lesquelles il y a eu une tentative de coup d'État au Burkina Faso. Mais aussi, nous allons voir ici une vidéo d'un Ivoirien qui a l'habitude de soutenir Alassane Dramane Ouattara, mais qui a revu cela et qui aujourd'hui apporte totalement son soutien aux panafricains et qui a décidé de donner un message digne de ce nom au ministre d'État Solma Bazi. La team, ce discours va nous plaire à tous, même à ceux-là qui écoutent, c'est-à-dire même aux impérialistes. Beaucoup parmi eux sont émus dans ce message. Eux-mêmes, ils sont contents. Eux-mêmes, ils se disent, mais ça, c'est quel message fort, rempli de vérité, rempli de sincérité. Le ministre d'État a parlé fort. Mais revenons donc sur la tentative de coup d'État. Quelles sont les véritables raisons? Mais les raisons, moi, je vais donner mon avis. Vous voyez, avant de vous mettre la vidéo de Cheikh Oumar Keïta, la première raison est d'abord la richesse du sous-sol. Le ministre d'État l'a dit aux Nations Unies. Le sous-sol d'abord veut être exploité. Les hommes et les femmes du pays aussi veulent être exploités. En plus de ça, aujourd'hui, il faut trouver des bases pour atteindre le Niger. On sait qu'on ne peut plus partir directement au Niger car tout le monde les attend. Les Nigériens, les Maliens, les Burkinabés, tous les Africains les attendent là-bas. Et tout a été mis en place pour pouvoir défendre le Niger. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Pendant que nous sommes concentrés au Niger, eux, ils sont en train de préparer leur coup au Burkina et au Mali. Pendant qu'on se dit, non, il faut protéger le Niger pour que ces gens n'atteignent pas le Niger, eux, ils sont en train de préparer les coups derrière au Niger, au Mali et au Burkina. Vous avez vu qu'ils ont d'abord commencé par des terroristes, des attaques. Pendant près de 2 semaines, le Mali et le Burkina ne faisaient que recevoir des attaques. Des attaques. Et aujourd'hui, on se retrouve à quel niveau? On se retrouve au niveau où il y a une tentative de coup d'État. Je tiens aussi ici à vous donner une information exclusive. Hier encore, alors que le peuple burkinabé s'est levé comme un seul homme, ils ont arrêté 2 malfaiteurs venant de la Côte d'Ivoire avec de nombreux sacs remplis de munitions et d'armes. Ils ont massacré ces gars-là au point où, si vous voyez la vidéo vraiment, elle fait même pitié. Ce sont des vidéos dont on ne peut pas mettre sur YouTube parce que le niveau de violence dans la vidéo ne peut pas être accepté sur YouTube. Donc, nous évitons de mettre ce genre de vidéo. Mais c'est une information que vous devez savoir. Quand on dit tous les jours qu'Alassane Ouattara c'est une très mauvaise graine, on pense qu'on attaque ce monsieur pour rien. On pense qu'on cherche les poux à la tête de ce monsieur. Non. C'est quelqu'un qui a déstabilisé la Côte d'Ivoire pour venir au pouvoir et aujourd'hui, il est en train de déstabiliser son pays d'origine. Même si à l'époque, c'était la Haute-Volta. Ce monsieur donc n'est même pas satisfait et il ne sera jamais satisfait. Parce que sa seule satisfaction, c'est de voir le sang couler. C'est de voir des personnes s'entretuer. C'est de partir imposer lui sa volonté. Quand il avait vu Damiba arriver au pouvoir, il était très content car enfin, son rêve de devenir empereur, en contrôlant la Côte d'Ivoire, en contrôlant le Mali, en contrôlant le Burkina Faso, le Niger, la Guinée, il voyait son rêve commencer à se dessiner un peu et se réaliser. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? À ce moment-là, quand M. Damiba partait voir Assimi Goïta, il repartait rendre compte à M. Alassane Dramane Ouattara. Assimi Goïta s'était donc vite rendu compte que M. Damiba n'était pas digne de confiance et qu'il n'était pas digne d'être le président du Burkina Faso. Et donc tout lien avait été coupé. La team, regardons ces 2 vidéos. La première est celle de Cheikh Oumar Keïta qui donne selon lui les raisons de la tentative de coup d'État au Burkina. Et en seconde, ce soutien d'Alassane Ouattara qui a changé de pose, c'est-à-dire qui a changé aujourd'hui et qui donne des mots forts pour la sortie du ministre d'État Bazoum aux Nations Unies. La team, écoutons. Alors Alassane Ouattara a compris qu'il y a une menace qui est là. Emmanuel Macron a compris que c'était fini. Parce que je vous ai dit que la Russie a mis à la disposition et du Mali, et du Burkina, et du Niger, un certain nombre de satellites militaires pour recueillir certaines informations pour nos services de renseignement. Ce qui fait que le Mali aujourd'hui est à la pointe du renseignement militaire, ainsi que le Niger et le Burkina. Alors,
Le Burkina, très remonté, monte à la tribune des Nations Unies. C'est pourquoi le ministre a dit, je ne passerai pas par le dos de la cuillère. Et il a commencé à casser les papos. Et nommément citer la France. Donc, ils ont su que c'était mélangé, gâté. Donc, automatiquement, le plan qui a été préparé, ce qui avait été préparé contre Ibrahim, c'est là maintenant ceux qui sont pressés, ils doivent maintenant écouter. Voilà votre tour qui arrive, vous qui êtes pressés. Ils ont préparé donc le plan de déstabilisation du Burkina qui a été préparé. Consécutive à la tentative, au plan d'assassinat d'Ibrahim, automatiquement, ils disent rentrer en action. Mais vous ne pouvez pas rentrer en action, attendez qu'on prépare le terrain. Automatiquement, ils ont contacté Jeune Afrique. Jeune Afrique, le dimanche, fait une publication et dit que ça grogne dans les casernes et que des coups de feu seraient entendus. Pour préparer le terrain, pour que la communauté internationale dise que c'est entre eux burkinabés, il n'y a ni la France, ni la Côte d'Ivoire, ni Macron, ni Ouattara. Jeune Afrique a été gracieusement payé pour diffuser cette fausse information. Voilà pourquoi les autorités burkinabées ont suspendu sur le champ Jeune Afrique. Et ça là, moi je dis, même quand il y a une situation grave, moi Cheikh Oumar Keïta, je ne rentre pas dans l'émotion quand il s'agit de la politique. Hier, vous avez voulu m'entraîner dans l'émotion. Même actuellement, vous avez vu, je ne rentre pas dans les émotions. Parce que je vais faire des analyses avec la tête froide. Pour que tout le monde comprenne. On vient m'écouter parce qu'on espère tirer quelque chose. Ce n'est pas dans l'émotion qu'on comprendra quelque chose. Donc, Jeune Afrique prépare le terrain par un mensonge. La préparation du terrain de Jeune Afrique était le premier pas. Maintenant, Jeune Afrique devait lancer si vous voulez, c'était par Jeune Afrique que l'alerte allait être lancée. Jeune Afrique fait une publication automatiquement, il doit rentrer en action. Donc, Jeune Afrique prépare le terrain pour que l'agression ait lieu. On dira c'est entre eux, puisqu'il y a eu la corruption. Des gens ont été payés. Des gens, ceux qui ont été interpellés sont ceux qui ont été approchés et payés. Comme ils veulent faire la même chose en ce moment au Niger, les informations ont commencé à fuiter au Niger. Et c'est l'entreprise de bâtiments publics d'Alassane Ouattara au Niger qui est en train de payer la tentative de déstabilisation. Les opposants politiques ont reçu une première somme de 50 millions versée à ces gens-là pour toucher des militaires autour du général Tiani. Au Mali, ils l'ont fait avec Assimi Goïta. Quand Assimi a pris le pouvoir, ils ont appelé certains responsables, certaines personnes autour d'Assimi Goïta, on les a appelés à la ville frontalière entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Téné Birahima, Chris Yapi nous a donné le doc. Et Alassane Ouattara lui-même, il a dit, ils ont pris l'argent de Ouattara, ils ont bouffé, et puis ils n'ont pas fait le travail. Et Ouattara est très énervé. Mais cette fois-ci, Ouattara a mis quelqu'un sur le terrain en la personne de son neveu. C'est lui qui était en contact direct avec ces personnes. Et c'est lui qui préparait la tentative de déstabilisation. Et comme Dieu est avec le Burkina, parce qu'ils regardent le Burkina un petit pays, selon eux, un pays pauvre selon eux, mais ils oublient que le Burkina travaille avec un partenaire qui s'appelle la Russie. Et que le Burkina, pour le moment, à l'ombre de la Russie, recevra toutes les informations dignes de ce nom pour assurer et garantir la sécurité du peuple burkinabé. C'est ainsi que le service de renseignement de la présidence, c'est-à-dire il y a un autre service de renseignement qui n'est pas celui du renseignement militaire. Tous les présidents font ça. Donc IB a son propre service de renseignement. C'est eux-là qui ont mené les enquêtes. Voilà pourquoi le directeur du renseignement militaire a été arrêté. Parce qu'il est impliqué d'une certaine manière. Il n'est pas le seul. Les arrestations vont continuer. Ils vont faire une déclaration. Je n'ai pas encore lu la déclaration. J'espère pouvoir lire la déclaration. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est un plan qui a été préparé. Mais l'exécution a été précipitée. Voilà pourquoi ça fait échec. Ils ont précipitamment lancé l'opération. La France se retire. En lançant l'opération, avec le retrait, parce que figurez-vous, ce n'est pas gratuit.
comment Emmanuel Macron décide, le même jour qu'il fait, Emmanuel Macron, son interview, je crois bien que c'était le dimanche, Emmanuel Macron, il a fait son interview, dimanche ou samedi, je ne sais pas trop. Et en même temps, Jeune Afrique sort au Burkina pour raconter des balivernes. Comment ça? Posez-vous la question. Comment? Est-ce qu'il y a une ramification entre la publication de Jeune Afrique et l'interview d'Emmanuel Macron? Évidemment que Macron a parlé. Macron veut se dédouaner. Macron veut montrer à la face du monde que la France se retire à rien. Mais chaque fois qu'une puissance coloniale, une puissance impérialiste dit que je me retire, je vous jure au nom de Allah, il ne se retire pas. Il se retire, mais je vais vous donner un exemple tout de suite. Tout de suite, je vous donne cet exemple. Je vais vous amener à écouter ceci. J'espère que cela pourra nous aider. J'espère que cela pourra nous aider. J'espère que cela pourra nous aider. Parce qu'il y a quelque chose qui a été dit par un ancien du renseignement. Un ancien du renseignement. Attendez, je vais voir. Je cherche la vidéo pour vous la faire écouter. Le gars du renseignement qui a parlé. Le gars du renseignement qui a parlé. Bon, ça c'est pour Jeune Afrique. Voilà, c'est ici que je voudrais aller écouter. Et on va revenir sur cette annonce d'Emmanuel Macron hier qui a acté la page de la présence militaire française au Niger. Il tourne même cette page, interview télévisée hier soir. Il acte, Emmanuel Macron, le retour en France de l'ambassadeur de France, Sylvain Ité, et la fin de la coopération militaire entre les deux pays. Le chef de l'État a signé donc ce retour de Sylvain Ité et la fin de cette coopération militaire. 1500 militaires français, on vous le rappelle, qui étaient présents au Niger. Notre ministre des Armées, Sébastien Lecornu, s'est exprimé sur ce retrait il y a quelques minutes à notre micro. Écoutons-le. Dès lors que les pouvoirs en place, de fait, même quand ils sont illégitimes, c'est le cas de cette junte, décident de ne plus lutter contre le terrorisme, on n'a plus de raison de laisser nos troupes et notre matériel là-bas. Donc un calendrier de désengagement est actuellement en train d'être construit par l'état-major des armées pour que ça se fasse en bon ordre, en sécurité. Je rappelle que il y a beaucoup d'équipements, il y a 10 ans aussi de vie opérationnelle dans le Sahel. Et forcément, ça va prendre un peu de temps parce que c'est pas un déménagement qui se fait comme ça en seulement quelques instants. Il va falloir aussi que la junte nigérienne, évidemment, s'abstiennent de toute forme de provocation et s'assurent aussi de la sécurité de cette manœuvre de redéploiement, de déménagement. Écoutez bien. C'est une catastrophe ou pas? Il faut rappeler déjà que nous étions présents à la demande du gouvernement légitime. Et d'autre part, ce qui est une catastrophe, je voudrais avoir une pensée pour les populations sur place, qui aujourd'hui sont prises en étau entre les attaques des djihadistes dont elles sont les premières victimes, votre graphique tout à l'heure l'a très bien montré, et des pouvoirs illégitimes qui ont décidé de ne pas les protéger. Donc aujourd'hui, on a à peu près 66 millions de personnes entre le Mali, le Niger et Burkina Faso qui sont prises en étau et qui sont les premières victimes de ce refus des pouvoirs illégitimes, auto-désignés, de vouloir les protéger. Dans ce contexte, puisque la France, elle n'est plus sollicitée pour sa mission première de... Bon, quand vous écoutez ça, vous êtes malade. Voilà une dame qui ne se brosse même pas correctement la gueule, qui sent la merde, qui pue la merde. Une peste morale, une peste intellectuelle. D'abord, 66, c'est faux. Nous sommes à peu près 71 millions 200 et quelques. 71 millions 300. D'abord, pour lui dire qu'elle a tout faux. Et des pouvoirs qui ne luttent pas contre le terrorisme. Vous avez entendu la coordination, vous avez regardé sur RTB Burkina, la coordination de l'armée burkinabé avec l'armée du Niger, comment ils ont maté ces derniers jours les terroristes. Comment la coopération militaire, des vecteurs aériens, des hélicoptères de combat ont quitté le Niger pour aller appuyer l'armée burkinabé pour neutraliser, ils ont tué des centaines et des centaines de terroristes en un temps record. Au moins, on a la souveraineté sur nos avions.
On a la souveraineté sur notre espace aérien. On a la souveraineté sur le déploiement de nos forces armées partout sur l'ensemble de notre territoire. Quand la malédiction et la perfidie morale vous attaquent, ça devient un cancer d'inconsistance et d'incohérence. C'est l'exemple auquel, autant pour moi, nous avons assisté. Maintenant, il y a un ancien mercenaire, celui que je cherche son truc là. Il y a un ancien mercenaire, donne-moi une seconde. Il y a un ancien mercenaire français que je cherche à vous faire écouter. Bon, je ne sais pas si c'est ici. Il y a un ancien mercenaire français que je voudrais vous faire écouter. Défense de la souveraineté nationale et charge... Non. Donne-moi une seconde là. J'ai... Oh là là. Voilà. Vous voyez ce monsieur? Il s'appelle Vincent Crouzet. C'est un ancien officier des services de renseignement français. Il affirme à un plateau télé que la France doit mener des opérations de déstabilisation au Niger après le retrait de leur ambassadeur. Écoutez-le. Il est peut-être temps de changer de posture. Bon, ensuite, c'est vrai que, en étant présents, nous pouvions mieux nous protéger des actions des groupes djihadistes. D'un autre côté aussi, peut-être maintenant, notre ambassadeur et notre contingent n'étant plus otages au Niger, en quelque sorte, dans cette position de fort à l'amour, nous aurons peut-être plus de latitude pour monter des opérations de déstabilisation, cette fois-ci plus clandestines. Vous avez bien entendu, des opérations de déstabilisation clandestine. C'est ce qu'ils ont tenté au Mali, c'est ce qu'ils ont tenté au Burkina. Donc, dans la logique de la France, chaque fois que la France est chassée d'un pays, il faut mener des opérations clandestines de déstabilisation. Il faut déstabiliser. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est un ancien du renseignement militaire français. Il ne le dit pas n'importe où. Il le dit sur un plateau de télévision en France. C'est ce qui justifie la tentative d'assassinat d'Ibrahim. Entendons-nous bien. Les gens disent tentative de coup d'État. Ce n'est pas une tentative de coup d'État, je vous en prie, non. C'est une tentative d'assassinat. On veut tuer ce que Ibrahim représente. L'idéologie qu'il représente, les valeurs qu'il représente, la détermination qu'il représente, l'engagement qu'il représente, la force qu'il représente, la souveraineté dont il est investi par son peuple. Donc on veut tuer, c'est pas, les gens parlent de coup d'État, mais il ne faut pas trop en vouloir aux gens. Non. C'est une tentative de liquidation. C'est l'expression. Tentative de liquidation. On veut liquider Ibrahim. Ce n'est pas un coup d'État. Liquider Ibrahim. Si on liquide Ibrahim, ils vont se retirer. Et puis, celui qui va venir, le prochain là, on te dit mon ami, ce qui est arrivé à Ibrahim là, c'est pas fortuit. Tu ne fais pas ce qu'on te demande, on te fera la même chose. Donc on va créer ce qu'on appelle une onde de choc. On va créer un choc. Maintenant, qui va prendre le pouvoir? Seul celui qui est prêt à travailler avec eux va prendre le pouvoir. Pour faire ce qu'ils veulent. Pour se mettre à leur disposition. En assassinant Ibrahim, c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a une erreur qui a été commise quand ils ont laissé Paul-Henri partir. Paul-Henri est prêt à revenir au Burkina pour travailler pour Ouattara et la France. Paul-Henri, qui est au Togo là, j'espère que Faure Gnassingbé sait ce qu'il fait. En gardant un criminel comme Paul-Henri sur son sol. Alors donc, effectivement, il y a eu une tentative de déstabilisation, une planification macabre pour tuer, liquider le président Ibrahim. Je vous ai dit à maintes reprises, Dieu a sa main dans cette transition. Dieu travaille avec Assimi Goïta, avec le capitaine Traoré, avec le général Tchani. Moi, je ne parle pas dans le vide, je ne parle pas parce que j'ai envie de plaire. Je vous jure, si c'est à cause de buzz là, déconnectez-vous et puis partez, ce n'est pas votre place. Si vous croyez que je cherche la visibilité, déconnectez-vous, partez, ce n'est pas votre place. Moi, je suis là pour donner l'information propre et correcte, d'assez. Je ne cherche ni buzz, ni visibilité. Pour moi, c'est ça qui est fondamental. Donc, je le répète, il y a eu bel et bien une planification à partir d'Abidjan. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est la base arrière de la déstabilisation des 3 transitions qui sont en cours dans le Sahel. Alassane Ouattara a juré
Mais comme lui, il a préféré mettre Dieu de côté pour passer à un plan macabre, j'ai dit aux gens, écoutez-moi très bien, je vous en prie. L'attitude d'Alassane Ouattara de ne pas aller assister au Maoulid, à la nuit du destin, de s'asseoir chez lui à la maison pour planifier l'assassinat d'un président, un digne fils de l'Afrique qui ne lui a rien fait. Son seul tort, c'est aimer son pays, c'est travailler pour le bonheur de son peuple. Alassane Ouattara a préféré tourner le dos à l'islam d'ailleurs qu'il n'a jamais pratiqué. Il a tourné le dos à la nuit du destin, la nuit de la commémoration de la naissance de notre prophète. Il dit ça ne m'intéresse pas. Donc la naissance du prophète, c'est la bénédiction, c'est la vie. Alassane Ouattara dit, je ne m'intéresse pas à tout ça, je vais pour tuer. Quand je vous dis que la fin d'Alassane Ouattara va surprendre le monde, voilà un signe qu'aucune personne au monde qui croit en Dieu peut remettre en cause. Une personne, même pas un érudit, même pas celui qui a descendu le Coran 1000 fois, même pas celui qui a élu domicile à la Mecque, personne ne peut me contredire sur ce point-là. Il faut que je sois mandaté par Allah pour comprendre ça. La nuit du prophète où tous les musulmans, moi, je me suis déplacé à des centaines et des centaines de kilomètres, de loin de tout bruit, juste pour me mettre en harmonie avec mon Dieu, prier et chercher des bénédictions. Les gens qui me sont proches, je leur ai dit où j'allais, mais je ne vais pas le dire sur le réseau. Tout compte fait, quand je vais rentrer, personne ne le saura, vous me verrez. Par quel moyen je me suis déplacé, personne ne le saura. Seulement, je suis venu pour honorer Allah. Je suis venu pour honorer Allah. Et ça, je vais le faire de la plus belle manière. Et ça, je vais le faire de la meilleure manière. Je suis venu pour honorer Allah et dire merci au nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ne perdez pas votre temps à répondre à des enfants ratés. Ne perdez pas votre temps à parler à ceux que Dieu a déjà scellé leur sort. Parce que moi, je suis dans la révélation. Aucun musulman au monde ne peut ignorer cette nuit de bénédiction pour se livrer à un plan machiavélique, à un plan macabre pour ôter la vie à d'autres personnes qui n'ont rien fait à cause d'intérêts. Mais ce sont les intérêts là qui vont l'amener en enfer. Je le dis, Alassane Ouattara est fini. Alassane Ouattara va mal finir, à moins que je suis un menteur. Si je ne le suis pas, vous verrez ce qui va arriver à ce monsieur. Il y a eu une tentative. Le plan a avorté. Ils ont exécuté dans la précipitation. Dieu merci, les alertes. Alors ce que je vais demander au peuple burkinabé, c'est de faire comme au Niger. Commencez à installer des comités de veille. Organisez-vous au Burkina Faso. Vous avez déjà vu, vous savez qu'ils veulent tuer le capitaine, ils veulent liquider le capitaine. Nous sommes au loin. Mais ce que nous voyons, nous mettons sur la place publique pour que vous soyez informés. Je demande à ces jeunes burkinabés, déterminés et engagés, à constituer, regardez l'exemple du Niger, mettez en place des comités de veille dans tout Ouagadougou, dans tout Bobo-Dioulasso. Commencez à vous organiser pour que, comme les femmes le font au Niger, vous soyez soutenus, comme les opérateurs économiques le font au Niger, pour que vous soyez soutenus. Et la diaspora burkinabé est prête à vous accompagner. Mettez en place des comités de veille. Organisez-vous. Mettez même un bureau. Prenez un endroit, louez un endroit qui va servir de bureau de permanence. C'est à partir. Cherchez un endroit qui va vous servir de bureau et de permanence que vous allez louer, et c'est à partir de cet endroit que vous allez planifier l'installation de ce comité-là, ces différentes bases
dans les axes prioritaires de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Soyez les yeux et les oreilles. Je vous en prie. Soyez les yeux et les oreilles, comme le font si bien le peuple du Niger. Soyez les yeux et les oreilles, les yeux et les oreilles, les yeux et les oreilles du capitaine Traoré, comme le peuple du Niger constitue aujourd'hui les yeux et les oreilles du général Tiani. Mettez, installez, merci beaucoup Denis Zongo, merci beaucoup. Installez, donnez-moi une seconde, je vais dégager cet imbécile là. Donnez-moi une seconde. Il y a un idiot qui est là que je dois enlever là. Il faut que je le bloque. Voilà. Bloqué. Voilà. Donc pour moi c'est très... Alors donc, il est important. Donnez-moi une seconde. Il y a des idiots qui sont là que nous devons dégager. Donnez-moi une seconde. Voilà. Il y a un idiot que j'ai dégagé là. Non, il est déjà bloqué, c'est fini. Alors donc, il est important pour nous, il est fondamental pour nous d'installer des comités de veille sur l'ensemble de ces deux grandes villes et demander au capitaine de commencer au niveau de Ouagadougou de mobiliser les BDP à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Maintenant qu'il pousse les enquêtes à arrêter toutes les personnes impliquées, sans exception, que les personnes impliquées soient arrêtées et traduites devant la juridiction compétente, peu importe qui est la personne, civile ou militaire, que les enquêtes continuent. Maintenant, installer des comités de veille sur l'ensemble de ces deux grandes villes, ou du moins sur l'ensemble du territoire. Soyez les yeux et les oreilles de la transition, peuple du Burkina Faso. Dieu vous confie Ibrahim Traoré. Veillez sur lui. Nous, on fera notre travail en ce qui concerne l'information, les analyses pertinentes pour vous donner ces échos-là. Mais vous, au Burkina Faso, sur place, soyez pour nous des yeux et des oreilles. Dieu vous confie le capitaine. Je dis, Dieu vous confie le capitaine et faites le maximum pour que le capitaine, donne-moi une seconde, je suis en train de rechercher quelqu'un. J'ai vu un petit commentaire là qui... Ok, merci. Dieu vous confie le capitaine en ce jour sacré, en ce jour saint. Dites-vous que Dieu vous a envoyé un messager qui vous a donné le message en ce jour anniversaire de la naissance du prophète. Je vous le dis. Et personne au monde, si la personne croit qu'elle connaît mieux le Coran ou connaît mieux Allah que moi, wallahi billahi, au nom de ce grand jour, je mets n'importe quel érudit au défi. Venez dire que j'ai tort. Je vous attends. Dieu vous confie le capitaine peuple du Burkina Faso. Mettez en place des comités de veille et installez des permanences dans les quartiers. Demandez que les gens soient des vigiles et rentrez en contact, que la transition fouille tous les contacts du neveu d'Alassane Ouattara, qu'il retrace son parcours au Burkina, depuis quand il est arrivé au Burkina, avec qui il était en contact au Burkina, avec qui il a travaillé au Burkina, avec qui il conversait au Burkina. S'il n'a pas encore fui du Burkina, qu'on mette la main sur lui. Mais il y a un discours que je n'avais pas encore entendu. Vraiment, c'est le meilleur discours de tout temps. Le discours du ministre d'État burkinabé, Bassolma Bazié. J'ai toujours eu une haute considération pour les Burkinabés, mais je crois que si je notais le peuple burkinabé à 17/20, après le discours du ministre d'État Bassolma Bazié, la considération que j'ai pour les Burkinabés passe de 19/20. Je ne vais pas faire une interprétation syntaxique. Le fond et la forme du discours, je ne vais pas disséquer cela, parce que je suis en roue libre, en parole. Mais je voudrais rendre un hommage mérité au ministre d'État Bassolma Bazié. Si, par miracle, Dieu me donne un petit garçon encore, je l'appellerai Bassolma Bazié. Parce qu'il a prouvé qu'il a l'âme du Burkinabé et la l'âme de l'Africain, il est digne. Bassolma Bazié. Vous savez, les noms qui commencent par les mêmes lettres, vraiment, c'est des grands hommes souvent. Hein? Bassolma par B, Bazié par B, donc Bassolma Bazié. J'ai connu quelqu'un, Claude Charlie, qui était très brillant.
Ça ne m'étonne pas, au Burkina, ils sont tellement brillants, ils sont tellement intègres, ils sont tellement intelligents. Je voudrais rendre un hommage mérité à ce digne fils d'Afrique, qui a dit des choses, qui ont touché même les Blancs qui travaillent avec nous. Là. Parce qu'eux aussi, ils écoutent, hein, et on parle des choses qui touchent l'Afrique. L'Afrique pillée, l'Afrique humiliée, l'Afrique avilie, l'Afrique asservie pendant plus de 500 ans. Mais ça doit s'arrêter un jour. Je voudrais saluer le ministre d'État Bassol Mambazié, qui sans complexe aucun a prononcé un discours qui doit être gravé en lettres d'or dans les annales de l'histoire. Mais l'UNESCO qui mène des recherches, qui a des chercheurs, c'est ce genre de discours qu'il faut prendre pour mettre au siège de l'UNESCO à Paris, pour que, quand on tourne dans le cadre des recherches, on puisse disséquer ces discours-là petit à petit pour dire voici la voix de l'Afrique. Bassol Mambazié, je voudrais le saluer et à travers lui saluer tous les Burkinabés femmes, tous les Burkinabés garçons, c'est un digne peuple. Et je voudrais que Bassol Mambazié soit reçu comme un roi à son arrivée au Burkina. Je voudrais les saluer. Je suis en train de préparer un voyage au Bénin. Après le Bénin, je sais que je vais aller au Burkina. Je les aime bien. Aimons l'Afrique. Aimons pas seulement l'Afrique. Ne soyons pas là pour pleurer. Ils exploitaient nos parents. Ils ont encore dit de prendre la responsabilité. Toi, tu soutiens encore ceux qui ont exploité nos parents. Qui ont avili nos parents. Qui ont appauvri nos parents. Tu les soutiens encore. Merci à ceux aussi qui insultent. Moi, je suis là, je n'ai aucun souvenir d'un bienfait de qui que ce soit d'un politicien. Moi, je suis assis là, je n'ai aucun souvenir d'un bienfait. Donc, tu ne me tiens pas avec une corde pour qu'un souvenir de ce bienfait-là, je puisse réfléchir de telle ou telle manière, mais je n'avais pas compris. Mais toi, la récompense que tu me donnes, c'est de dire à quelqu'un qu'aux États-Unis, les 1000 € que je t'ai donnés là, il faut choisir toi, tu vas leur donner 300 € pour insulter ce monsieur, parce qu'il n'est pas de notre ethnie, et il ne porte pas notre nom, il n'est pas de notre religion. Monsieur le ministre Bassol Mambazié, quand je serai au Burkina, je ferai tout pour vous voir, et pour ne pas refuser de me voir.